la République démocratique du Congo, et nous évoquions donc ces heurts entre partisans, enfin, ce prétendu heurt entre partisans de Fayulu et Tshisekedi. Et vous l'avez compris, le débat a pris toute autre tournure. Rodrigue Gaego, vous avez la parole. Oui, je parlais donc de la méfiance qui avait quitté les esprits et qui, à un moment donné, permet à l'imposteur d'arriver en donneur de leçons. Aujourd'hui, ce qu'il faut tirer comme leçon, en Afrique, il faut que nous-mêmes nous reprenions conscience de nos réalités ou que nous évitions d'aller demander par exemple à un miroir de nous dire si je suis bon. Vous savez, vous devez à un moment donné vous-même pouvoir vous sentir si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Tout notre problème est là. Je l'ai toujours dit, le problème de l'Afrique, un président qui se dit élu par un peuple, sa toute première action, au lieu d'aller vers ce peuple, s'adresser à ce peuple, dire merci à ce peuple, on prend le premier vol, on va en France pour obtenir sa bénédiction de l'Élysée. Comme si c'est la France qui a élu. C'est depuis lors que moi j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais eu d'élection, n'est-ce pas, dans les pays francophones d'Afrique. Il n'y en a jamais eu. Donc aujourd'hui, Kabila a donné un coup de pioche à un renouveau, même si, parce qu'on ne peut pas cacher la réalité, la femme avec la mère, il y a eu des couacs. L'élection peut ne pas être transparente comme on l'aurait voulu, parce que depuis le début, la CENI, elle est composée, comme on le sait, on a refusé par exemple des missions étrangères, tout et tout, qui pourraient peut-être venir contredire les choses et compromettre cette chance-là que la RD Congo a aujourd'hui de jouer le rôle d'éclaireur de l'Afrique. Et donc, il y a tous les facteurs qui amènent à dire que oui, peut-être les contestataires ont raison. Mais le choix ici, pour Kabila, était un choix entre l'imposteur qui vient piller les ressources et le moindre mal qui va consister à briser le lien avec l'imposteur qui s'apprêtait à amener Kabila à la CPI pour lui fermer la gueule, clouer le bec et placer une autre marionnette, Martin Fayulu, pour continuer l'œuvre, puisque les gens pensent que les pays d'Afrique sont leur propriété privée. Sinon, un certain ministre, je ne sais encore ce qu'il pèse, Yves Le Drian fut-il venir? Non, vous savez. Est-ce que quand on a élu Macron en France, un seul pays africain, et ça aussi, c'est la faute à nos dirigeants qui, au lendemain des élections, n'ont pas anticipé parce que n'ayant pas tiré des leçons de l'assassinat de Muammar Kadhafi et de l'emprisonnement de Laurent Gbagbo. Et donc, quand vous prenez des chefs d'État qui se comportent ainsi, ça ne peut que flatter le. Ils attendent que la France va aller voir dans les prochains jours. Ils vont multiplier les messages de félicitations. Voilà. Parce que la France a déjà donné le ton. Le maître a parlé et les majors de classe vont commencer par s'égosiller. Je dis merde, on doit s'arrêter. Il faut arrêter tout ça. Rodrigue Gaego fait un beau discours que j'applaudis des deux mains. Mais je voudrais lui dire qu'au-delà de tout ce qu'il est en train de dire, il y a ce qu'on appelle la gouvernance mondiale aussi. Et la gouvernance mondiale, et je me rappelle très bien, Sarkozy a été élu le 6 mai 2007. Son premier coup de fil, le chef d'État qu'il a passé, c'était à Omar Bongo. C'est extraordinaire. Pour lui dire quoi? Merci pour tout ce que vous avez fait. Donc si Sarkozy, chef d'État français, avant d'être élu, avait eu besoin de soutien des poids lourds du continent africain, mais quoi de plus normal que les Africains... Il faut plutôt parler de l'argent de l'Afrique. Oui, quoi de plus normal que les Africains aussi aient besoin de soutien des Occidentaux. C'est ça la gouvernance mondiale. Non. Mais là, l'autre chose, permettez que je continue, monsieur. L'autre chose que les Africains doivent comprendre aujourd'hui, c'est de ne pas rêver. Le continent africain, moi je le dis, le continent africain est beaucoup plus pour les Occidentaux que pour les Africains. Regardez, en 1885, à la conférence de Berlin, quand il s'était agi de partager toute l'Afrique, le roi belge avait dit à l'époque, le Congo c'est ma propriété. Et il avait mis en place une association internationale de l'État du Congo. C'était à l'époque. Et c'était à l'époque. Et maintenant, avant que le roi belge ne meure, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis en 1906, il dit, moi je suis de parti, et c'est là à l'État belge, et avec son association qui vivait toujours. Tous les Occidentaux s'étaient retrouvés dans cette association, le Vatican aussi, le Vatican, les États-Unis, l'Europe en général. À la conférence, le discours de clôture de Bismarck, est-ce que vous avez lu une partie un jour? Je vous lis juste un petit extrait. C'est Bismarck, le chancelier allemand, qui disait:
Le nouvel État du Congo est destiné à être un des plus importants exécutants de l'œuvre que nous attendons accomplir. Qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? Si vous voyez, revenons aujourd'hui en 2019, si vous allez au Congo, écoutez, le Congo seul représente 65% des richesses mondiales. Le Congo est partagé entre les puissances occidentales. Kabila sait qu'aujourd'hui, c'est juste ce qu'il peut faire. Il demande à la MONUSCO de partir. Il sait pertinemment que les Nations Unies ne peuvent jamais quitter le Congo. Il sait que la CIA ne peut jamais quitter le Congo. Il sait que le Vatican ne peut jamais quitter le Congo. Ils ne pourront rien. Le fait que Tshisekedi soit désigné vainqueur de ces élections, c'est quelque chose que tout le monde peut applaudir, mais rien ne va pratiquement changer. Pour parler des élections, maintenant, Rodrigue Aïgo, vous savez, les élections, en réalité, moi j'ai fini par comprendre, en termes de gouvernance mondiale, que les élections en réalité ne sont qu'un alibi virtuel. Les élections n'occupent que 10% dans la désignation d'un chef d'État. Les résultats sont connus. On connaît celui-là qui va être élu avant. Je vous donne un petit exemple. En France, 5e puissance du monde, 2e puissance d'Europe. En 2011, François Hollande devait être candidat à l'élection présidentielle. Il y a une loge qui a dit à Sarkozy, tu vas à l'élection, tu vas perdre. N'y va pas. Nous avons déjà notre candidat. Et c'était François Hollande. François, moi j'ai vu cette vidéo-là. François Hollande est allé en novembre 2011. Il est allé devant cette loge internationale pour lui présenter le projet de son projet de société. Et quand il a fini de parler, la loge lui a dit, allez-y monsieur, nous vous donnons notre bénédiction. Vous gagnerez. Il est allé, Sarkozy a tout fait et on a vu ce qui s'est passé. Pour ce qui concerne l'élection de Macron, les gens croient que ce sont les Français qui ont tellement voté Macron. Qui était-il pour que plus de 40 millions de Français le votent? Là est toute la question. Bon, on va rester sur le continent. Basile est resté silencieux. On va écouter Basile d'abord. Basile, moi je veux par rapport à vos développements, je voulais demander à Basile, est-ce que ça veut dire que l'élection que la RDC vient de faire est comme une sorte de retour de souveraineté africaine? On peut peut-être le penser si nous laissons à part la géopolitique internationale telle qu'on la connaît. On peut peut-être penser cela. Et Kabila agissant pense, ce faisant, qu'il pourra quand même essayer de se rétracter un tout petit peu de la pression de l'Occident sur l'État du Congo. Ben, c'est vrai, mais il faudrait encore que, autour de lui, et d'abord peut-être dans son pays, que des gens comprennent, que la population comprenne, que nous avons un travail mais titanesque à abattre pour que notre pays puisse avoir vraiment sa souveraineté. Si malheureusement, dans son pays, eh bien, les esprits ne se réveillent pas pour l'accompagner dans cet élan qu'il est en train de mettre sur pied, eh bien, il aura beau faire, il aura beau essayer, eh bien, nous resterons à la même place. Tekouabou est en train de dire quelque chose de très pertinent que nous devons prendre en compte. La géopolitique internationale est tellement complexe que tout ce qui se passe, mais c'est comme on dit, nous sommes dans le monde de la caverne et le monde des idées est ailleurs. Et tout ce que nous voyons, c'est le reflet de ce qui vient du monde des idées. Nous croyons que c'est ça la réalité. Et lorsque vous montez dans le monde des idées, je suis en train donc d'aller vers Platon, lorsque vous allez dans le monde des idées et que vous découvrez la réalité, la vraie, lorsque vous descendez parmi les vôtres, on vous prendra pour un fou, on vous prendra pour un aveugle. C'est pourquoi le continent africain a un travail profond à refaire autour de Kabila, et autour donc, oui, de Kabila, parce que je crois, pour ma part, que Tshisekedi aujourd'hui président ne peut pas faire le combat sans le soutien de Kabila. Parce que Kabila a vu beaucoup de choses. Il a des visions. Il sait qu'il ne peut plus continuer par tenir cette vision. Il faut qu'il cède. Mais en cédant, je crois qu'il ne sera pas parti complètement. Il va faire un travail. Mais encore faudrait-il donc que les populations congolaises comprennent le débat et le défi qui est en train d'être lancé et que autour donc de la RDC, les continents africains, les puissances africaines, les présidents africains comprennent également qu'il y a un vent qui veut se lever depuis le Congo. Et s'ils adhèrent vraiment à ce vent, je crois qu'il y aura beaucoup de remous. Sur le continent. Et ça,
ce n'est pas facile à mettre sur pied. Mais avec le courage, si les gens veulent vraiment y aller, on peut y arriver. J'en venais et je tiens à remercier mon aîné parce que vouloir, c'est pouvoir. Vous savez, je vais donner l'exemple d'une certaine communauté ici au Togo où, à l'époque des ancêtres, après les obsèques, il y a une certaine cérémonie qu'on appelle libation, où de façon conçue, on a l'habitude d'immoler par exemple le mouton. D'accord ? À l'époque, nos ancêtres étaient de grands éleveurs, de grands cultivateurs. Ils étaient riches, ils avaient les moyens, ils avaient des terres, ils avaient de multiples femmes, donc ils avaient tout. Mais les années passent, les générations passent. Arrivé à un moment donné, les enfants n'ont plus les moyens d'aller acheter le mouton pour venir assurer la libation. Mais aussi est-il que le 5e jour après l'enterrement, il faut la libation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais moi j'ai assisté à une cérémonie où les enfants ont pris tout ce qu'il faut comme boisson, comme eau, comme sodabi, comme deha, comme liha, comme tout et tout, pour faire une cérémonie et dire aux ancêtres, hier vous étiez là, vous seuls saviez comment vous parvenir à trouver les moutons. Aujourd'hui nous n'avons pas les moyens, par conséquent nous vous supplions, nous ne pouvons plus continuer l'immolation des moutons. Bref, pour vous dire que quand on veut, on peut arrêter. Il suffit juste là où le doyen a chuté tout à l'heure, que les Africains comprennent. C'est pour ça que le travail de Kabila a manqué d'un peu de communication parce qu'il a laissé trop perdurer une situation qu'il a décrédibilisée vis-à-vis de sa population et donc tout verbe qu'il prononcera n'aura plus de sens. Les gens ne vont plus croire. C'est tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, je pense et je le dis sincèrement que moi, mon combat n'est pas une certaine vision d'une certaine communauté internationale, mais c'est l'avenir d'un continent, berceau de l'humanité, qui se fait vider de ses ressources pour enrichir des pagailleurs, des terres non fertiles, des terres arides qui n'ont rien du tout. Mais est-ce qu'il peut en être autrement ? Vous savez, il peut en être autrement. Je vais vous dire une chose. Regardez juste. On proclame les résultats provisoires. La Cinco tient une conférence de presse. Fayoulou lève le ton. Yves Le Drian condamne. La France, ainsi de suite. Des États commencent par parler, les États-Unis. L'Union africaine se lève parce que ses patrons ont déjà passé les consignes et prend une résolution et décide d'envoyer une mission en RD Congo. La lettre arrive en RD Congo. Nous sommes État souverain, la Cour constitutionnelle confirme Tshisekedi. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Nous minimisons pas les choses. Je ne veux pas aller dans le monde des Illuminati qui décident de qui va être président. Je m'en fous, je m'en moque. Mais je sais que en Afrique, il n'y a pas que des Illuminati qui font des présidents. Il suffit juste que les Africains comprennent que si vous êtes élus par votre peuple, vous avez beaucoup plus de crédibilité d'avancer. Vous pensez que si à un moment donné, il y avait des cris de guerre, des gens qui crépitent en RD Congo, vous pensez qu'aujourd'hui la France va rebiffer soit disant que la Cour constitutionnelle a confirmé? Non. C'est parce que la France a compris quelque part que, quoi que nous disons, la population n'est pas d'accord. C'est pour ça que nous n'assistons pas à. C'est pour ça qu'il est très important de faire passer un message pour que la population qui détient la souveraineté. J'ai dit à quelqu'un ce midi, à l'étape actuelle, on ne peut pas dire avec certitude que c'est Martin Fayoulou qui a gagné parce que tous les résultats sont fabriqués. Puisque chacun défend une position donnée, et donc il faut fabriquer les résultats pour se défendre. Et aujourd'hui, on a fini par vider de toute substance la crédibilité qu'on donnerait à un quelconque chiffre. Ce qu'on tient aujourd'hui, point barre, c'est l'élection de Félix Tshisekedi. Voilà, je voudrais ajouter deux choses. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pense aussi à l'évolution du continent, donc un continent beaucoup plus indépendant, je pense que je suis cette personne aussi. Ça me plaît. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que quand les Africains parlent de souveraineté aujourd'hui, moi ça me fait trop sourire. Et quand Rodrigue Aïgo dit, c'est vraiment pour instaurer un dialogue, quand il dit que ce qui s'est passé en RDC, c'est une question de souveraineté de la RDC, vous croyez aujourd'hui, en 2019, 21e siècle, que Kabila aurait
fait ces choses-là où se serait comporté ainsi, sans aucune puissance derrière. J'ai parlé de reconfiguration. Oui, et serait toujours à ce poste-là aujourd'hui, avec Tshisekedi président, sans aucune puissance derrière. Alors, quand vous parlez de puissance, vous pensez à la Chine, à la Russie, qui tiennent un peu plus tête à l'Occident aujourd'hui Oui, la Chine, la Russie, et même aujourd'hui, je l'ai dit, les États-Unis se sont montés à ce et se seraient rangés derrière Tshisekedi, derrière Kabila, le choix de Kabila. Ce que je voudrais faire comprendre à Rodrigue, c'est que l'Afrique est aujourd'hui beaucoup plus pour les Occidentaux. Et il dit encore plus. C'est à nous de délivrer notre continent, mon frère. Si on veut, on peut arrêter. Oui. Pour le moment, je n'y crois pas. Pour une raison. On ne peut pas vivre sans les Occidentaux. Pourquoi? On ne peut pas vivre sans les Occidentaux. Non. Vous savez, quand moi les Africains disent que les Occidentaux sont en train de les tricher, moi ça me fait sourire. C'est comme M. Basile Agbo, vous êtes assis là-bas, je viens, je vous demande, levez-vous, et après je vous dis, vous êtes assis sur du diamant, cette chose on appelle diamant. Moi j'ai tous les moyens possibles pour l'exploiter. Je l'exploite, je vous donne 30%, je pense 70%. Vous allez me dire que je vous ai triché. C'est comme ça, vie, c'est la relation qui lie. Oui, c'est la relation qui lie les Africains aux Occidentaux. Kadhafi avait cru comprendre quelque chose. Il s'est lourdement trompé. Non, Kadhafi a cru qu'il pouvait sauver l'Afrique. Il a oublié que les Occidentaux ne s'amusent pas. Kadhafi a dit à Condoleezza Rice à l'époque, la secrétaire d'État américaine, quand elle était arrivée à l'époque, en disant, vous savez, je vous ai réservé les meilleurs puits de pétrole. C'est Kadhafi que j'ai suivi moi-même. Il dit, je vous ai réservé les meilleurs puits de pétrole. Et il s'est réconcilié avec la France. Il est allé chez Sarkozy. 10 décembre 2007, journée des droits de l'homme. Sarkozy a été humilié par ses ministres en disant que comment la France, pays des droits de l'homme, va recevoir un dictateur. Kadhafi ne savait pas qu'il y avait 100 morts prochaines avaient été décidées depuis 2005. Je vous dis, Sarkozy était venu pour accomplir une mission. Ce même jour, je vais vous dire une chose. L'une des choses qui ont tué Kadhafi, il tient une réunion, une conférence de presse avec les journalistes, Kadhafi et Sarkozy. Le soir, Kadhafi est reçu avec un journaliste de France 2. Et ce journaliste, David Pujadas, lui pose une question. Monsieur Kadhafi, vous avez parlé des droits de l'homme avec Nicolas Sarkozy. Kadhafi dit, je n'ai jamais parlé des droits de l'homme avec Sarkozy. Oh, quelques heures plus tôt, Sarkozy dit, non, bien sûr, j'ai discuté des droits de l'homme avec Kadhafi. Je lui ai dit combien ces questions étaient importantes. Et Kadhafi qui dit autre chose le soir. Vous savez, un chef d'État occidental, vous l'humiliez comme ça ne se passe pas. Kadhafi avait cru ça. Kadhafi avait cru comprendre quelque chose. Lumumba avait cru que la RDC lui appartenait. Le Burkinabé, Thomas Sankara, croyait que le Burkina Faso lui appartenait. L'Afrique aujourd'hui n'appartient pas aux Africains. Il faudrait donc que les Africains pensent à renégocier les clauses des élections. Les clauses des contrats qui lient l'Afrique aux Occidentaux. Et la deuxième chose que moi j'ai toujours proposé, c'est que les Africains revoient le système éducatif pour qu'on puisse savoir comment exploiter nos ressources. C'est un gros débat. Je souhaite qu'on va écouter rapidement. Je donne l'exemple des pays comme la Chine, qui hier subissait ce diktat occidental comme l'Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une guerre de puissance? Réfléchissons. Moi je ne vais pas conter ces histoires à mes enfants pour les attarder sur ce qu'ils doivent prendre comme conscience pour évoluer. Ce n'est pas parce que hier mon père a été serviteur et que son chien va demeurer serviteur du chien du roi. Non, je suis désolé. Vous savez, généralement, quand vous parlez de la Chine, oui, vous parlez d'un pays. Mais quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de 54 pays. 54 pays. Et chacun protège son territoire. C'est pour ça que je dis que la faute, pour moi, fondamentale pour laquelle on a tué certains chefs d'État en Afrique, pas on les a enlevés. Hein. Vous prenez Sylvanus Olympio, c'est sa révolution monétaire. Prenez Kadhafi, il a commencé par prôner les États-Unis d'Afrique. Mais prenez Lumumba, il prêchait quoi? Tous les chefs d'État qui pensaient que lorsque l'Afrique serait unie, l'Afrique allait devenir une puissance. Et ça, il y a eu une prophétie dessus, une puissance qu'aucune nation, aucune autre puissance ne peut égaler. Allez retourner dans l'histoire. Pourquoi appelle-t-on l'Afrique berceau de l'humanité? Non. Interrogeons l'histoire. C'est pour ça que je dis que si nous voulons une certaine indépendance pour notre Afrique,
Je refuse qu'on me dise que je dois commencer par croire, si je peux me répéter, à une certaine croyance stéréotypée qui voudrait dire que le roi du chien, le chien du roi, soit le roi des chiens. Je suis désolé. Moi, je voudrais... je souhaite qu'on... Parce qu'on va pas en finir avec ce débat. Basile, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Bon, c'est vrai, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Félix Tshisekedi est aujourd'hui président. Est-ce qu'il doit tendre la main vers Martin Fayulu? Forcément. Moi, je crois que c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est important que le pays se retrouve, la RDC se retrouve et que on n'ait plus à laisser des failles entre lesquelles donc ceux qui hier n'étaient pas contents et voulaient donc mettre un peu d'allumettes dans les choses puissent être démentis et puissent voir une Congo ensemble. Oui. Parce que de toutes les façons, le Congo vient de loin, la RDC vient de très loin. Toutes les années de guerre et avec tout ce que Kabila même, fils, a eu à faire dans le pays, ils viennent de très loin. Et donc il y a nécessité à ce que on coopère ensemble pour reprendre le Congo. Malheureusement, je sais que parmi les têtes de pont aujourd'hui qui sont en présence, il y aura encore des brebis galeuses qui vont encore aller s'adosser à leur mandant et à ceux qui les soutiennent, à leurs professeurs, pour encore semer un peu de trouble dans le pays et pour que le pays reste dans la situation dans laquelle elle est. Et il faudrait nécessairement que le nouveau président Tshisekedi comprenne la nécessité pour lui d'éviter de créer encore des pôles de résistance, des pôles d'ennemis. Et s'il y arrive avec un langage intelligent, je crois que ça peut prendre. Ça peut prendre. Mais qu'il tende la main, c'est une chose, mais que Fayulu accepte la main tendue, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'on n'est pas sûr que ceux qui savent que derrière eux, il y a des puissances qui peuvent encore les aider à rebondir d'une façon, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, moi je ne veux pas le dire, mais s'ils savent qu'il y a encore des gens derrière eux, ils vont être réticents à cette main tendue. Mais, eh bien, le monde entier comprendra qu'il y a eu un effort qui a été fait. Je vous dis, c'est-à-dire, s'il y a un réveil de l'Afrique qui puisse aider l'Afrique à se remettre, l'Afrique à se retrouver, une Afrique, pas les 52 Afriques que nous avons aujourd'hui, mais une Afrique à se retrouver, je crois que le soleil qui est en train de se lever en RDC en sera pour quelque chose si tout le monde comprend que c'est un bon soleil qui se lève et qu'on puisse aller ensemble vers ce soleil-là pour redonner, n'est-ce pas, une nouvelle image à l'Afrique. Il y a une reconfiguration, comme on était en train de le dire, de l'image politique sur le plan international. Si l'Afrique, je dis l'Afrique, ce ne sont pas les 52 Afriques, mais l'Afrique, c'est-à-dire que tous les pays qui font l'Afrique aujourd'hui comprennent ce langage-là qui est en train de naître, mais nous allons faire tabac. Vous voyez, la carte du monde, quand on la voit, il y a beaucoup de choses que mon ami est en train de dire, qui se comprennent. Quand vous voyez la carte du monde, l'Afrique est petite. Mais l'Afrique est le plus grand continent. Le plus grand continent, le plus vieux. On fait tout pour nous faire montrer à nos enfants que non, que l'Afrique c'est le petit. Et on nous appelle le tiers monde. Je crois que j'ai entendu il y a quelques temps encore, j'ai réentendu le discours de Mobutu. Le discours qui lui a valu tous les problèmes. Qui dit que on nous appelle le tiers monde, mais nous sommes le 3/4 du monde. On ne peut pas accepter ce stéréotype-là qu'on nous accorde. Mais il faudrait que les Africains comprennent ça. Ils comprennent ça. Nos enfants, on doit leur dire que l'Afrique est le plus grand continent. 30 millions de kilomètres carrés. Nous n'arrivons pas à faire inculquer ça à nos enfants, à leur faire accepter la carte du monde qu'on nous a montrée, eh bien, nous serons toujours là. Et cette crainte-là de ne pas nous réveiller. Il faut que l'Afrique se réveille. C'est très important. Là où il faudrait Vous avez dit quelque chose qui est très important. Il faut qu'on revoie nos curricula. Voilà. De formation. Voilà. C'est très important. C'est très important. Parce qu'on nous sert ce que nous avons, on nous enseigne ici, ça vient d'Occidentaux. Nos livres d'histoire, nos propres histoires sont écrites par eux. C'est les Occidentaux qui écrivent notre histoire. On a traité nos chefs de sanguinaires, Anotiens
on dit que voilà, Bokoli, c'est le roi le plus sanguinaire, celui qui boit le sang humain. Et ça continue d'être enseigné aujourd'hui. Il faut qu'on revoie nos curricula. Il y a un soleil qui est en train d'émerger en RDC et je suis persuadé que si nous tous nous allons vers ce soleil-là, il y aura une évolution. D'accord. On va marquer maintenant la grande pause. Normalement, j'aurais dû faire 2 sujets en première partie, mais j'en ai fait qu'un seul. On revient tout de suite après et on fonce sur les autres sujets.